Bonjour, nouvelle émission je vais vous présenter aujourd'hui ce livre Dreamland. Dreamland, c'est le pays des rêves, du rêve de notre invité de ce soir de Los Angeles, de l'auteure californienne Martine Courallet-Ling. Bonjour Martine. Bonjour Sandrine et merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir, nous allons discuter de la sortie de votre premier ouvrage. Donc, il est paru le 17 octobre, donc c'est récent. On va parler aussi de vos 25 ans de vie à Los Angeles, de votre environnement définitivement tourné vers le cinéma hollywoodien et de toutes ces anecdotes que vous avez côtoyées et qui sont là dans ce livre de ce Los Angeles que vous connaissez si bien. Donc voilà, je vous emmène aujourd'hui à Los Angeles, le Los Angeles qui fait quand même rêver, hein, avec Martine. Alors Martine, vous êtes un peu l'incarnation du rêve américain, puisque depuis 25 ans, vous vivez dans une belle maison sur les hauteurs d'Hollywood avec une vue exceptionnelle. On le voit un peu derrière vous. Vous êtes marié à un producteur américain. Vous côtoyez les stars internationales et vous êtes invité aux belles fêtes. Alors racontez-nous d'abord Martine la Française, comment Martine la Française est devenue Martine la VIP d'Hollywood et puis pourquoi cette expatriation à 12 heures d'avion de la France. Alors, je suis née à Pau, hein, dans le sud de la France, où j'ai grandi. J'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait une licence de philo à Toulouse. Et puis, je suis partie, je me suis expatriée déjà une première fois à Londres. Donc, j'ai vécu à Londres 7 ans, 8 ans, 8 ans et demi même, 8 ans et demi, tout de suite après mes études. Donc ça a été une première expatriation. Je suis revenue en France au bout de 8 ans et demi parce que un chasseur de tête m'avait proposé un très bon job dans la télé. Donc je suis revenue en France avec l'idée de me réinstaller, etc. Et j'étais très contente de revenir en France, etc. Et boum, je suis tombée sur mon futur mari qui lui habitait à Los Angeles. Et donc, on a fait des allers-retours pendant quelques temps, puis bon, c'était pas possible. Donc, il fallait qu'un des deux bouge, et c'est moi qui ai bougé, parce que lui avait sa société déjà ici, c'était plus facile. Et puis, ça me disait bien de venir vivre ici. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Los Angeles. L'amour, donc finalement, hein, c'est l'amour qui vous a amené là. C'est une jolie histoire, très très hollywoodienne finalement. Et que quand j'étais rentrée en France après 8 ans et demi à Londres, j'ai adoré Londres, la vie anglaise, etc. Euh, je m'étais dit, bon, ça y est, je rentre en France, j'avais beaucoup voyagé par mon travail, etc. J'aurais aimé passer par Los Angeles. J'avais toujours ce petit truc dans la tête que j'avais raté Los Angeles. J'étais rentrée un peu trop tôt. Et voilà, Ben ça s'est voilà, fait comme donc l'histoire a continué. J'imagine que tout n'a pas été tout rose au début, notamment, et que même si on arrive dans un très bel espace, un très bel environnement comme Los Angeles, il faut faire ses armes, il faut montrer patte blanche. Comment ça s'est passé au début? ça. Franchement, ça a été très facile parce que d'abord, je m'étais déjà déracinée une première fois. Donc, j'avais déjà fait cette expérience une fois qu'on l'a fait. La première fois, c'est facile, c'est comme apprendre une langue. La première fois, c'est difficile, après, on peut en apprendre plein d'autres. Donc, j'avais déjà fait cette expérience et psychologiquement, j'avais passé toutes les étapes déjà. Donc, quand je suis arrivée une deuxième fois dans un pays nouveau, étranger, je savais comment il fallait faire, voilà. Et puis, bon, je suis arrivée, mon mari était installé là depuis des années. Il était déjà bien établi, il avait une maison, un cercle d'amis pas très large parce que comme il voyageait énormément, mais voilà, je suis pas arrivée et puis il a pas fallu que j'en commence tout Alors, par quoi. Moi, j'imagine que le fait d'être marié à un Américain vous a permis de ne pas vous confronter à souvent ce qui arrive avec les Français qui arrivent aux États-Unis, à cette barrière culturelle énorme où on se dit, waouh, ça marche pas pareil, il faut que je m'intègre. Donc j'imagine que vous aviez déjà des codes qui ont dû vous aider à vous intégrer. alors, je pense pas que ce soit mon mari qui m'a aidé à ça. D'abord, il est d'origine anglaise, hein, je peux pas dire américain parce que, Ah non, mais attention. maintenant, mais bon. Non, mais c'est-à-dire, moi, j'ai aussi cette personnalité. C'est-à-dire, quand je suis partie en Angleterre, c'était pas pour retrouver ce que j'avais en France. Je pense qu'il y a beaucoup les Français aiment beaucoup faire ça. Je les vois à Los Angeles, ils viennent ici et ils cherchent ce qu'ils avaient en France. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, je suis venue ici au contraire pour
j'ai gardé en moi tout ce que j'avais en France et que j'adore de la France et que je continue à adorer. Mais j'ai cherché justement ce qu'il n'y avait pas en France et qui allait m'inspirer à, voilà. Donc, moi, ça ne m'a pas manqué. Je dois dire que les premières années, il n'y avait pas encore, je suis arrivée en 98, Skype commençait à peine, il n'y avait pas encore WhatsApp, Zoom, voilà. Donc, ma famille, mes parents, ma sœur, mes cousins, tout ça, c'était un petit peu loin. On s'appelait pas aujourd'hui, on s'appelle tous les matins, même si on n'y passe que 3 minutes, j'appelle mes parents tous les matins. Donc là, il y a, ça manquait. Mais le reste, non, parce que moi, ce que j'ai de la France, je l'ai en moi, on va pas me l'enlever. Voilà. Et, et Et ça moi, j'ai plaît, ça, Martine? Ça plaît à Los Angeles, ce côté très, très Frenchy, ce que vous représentez? bien sûr, parce que vous savez, Los Angeles, bien sûr, c'est la Californie, c'est l'Amérique, mais à Los Angeles, il y a 144, je crois, nationalités, 220 langues. Alors, c'est pas vraiment, c'est bien une ville américaine, mais c'est une ville multinationale. Il y a toutes les nationalités ici, donc il y a une espèce de mélange qui fait que les vrais Américains à Los Angeles, vrais Américains depuis plusieurs générations, il y en a, pas beaucoup, mais je dirais ils font pas la loi. Hein. Oui, c'est le propre de beaucoup de grandes villes américaines, finalement, soit New York, Miami. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait rebondir sur autre chose. Vous connaissez, et les gens le découvriront dans le livre, beaucoup de stars ici à Los Angeles et puis en France. Est-ce que, en parlant de barrière culturelle, vous avez le même rapport avec des stars francophones comme Jacqueline Bisset ou Sylvie Vartan et les vedettes purement américaines? Est-ce qu'on a ce même contact? Est-ce qu'on développe cette même relation? Alors, pas tout à fait, pas tout à fait pour une raison très simple, c'est que les stars plutôt françaises, un peu comme Sylvie Vartan ou Jacqueline Bisset est anglaise. Enfin, elle est Oui, mais française, oui, mais par exemple Sylvie Vartan ou d'autres que j'avais rencontrés, Denis, ou sont des énormes stars, énormes pour nous, mais ici, ils sont pas connus. Si vous prenez un John Travolta ou Jacqueline Bisset, ou ce sont des stars planétaires. Donc, ils ont peut-être une protection par rapport à leur public qui est peut-être un peu plus développée. C'est-à-dire que je raconte toujours l'histoire de la première célébrité que j'ai rencontrée en arrivant ici. Je venais d'arriver, je connaissais pas encore ce milieu d'Hollywood. C'est John Travolta. Et il a été très sympa, on a parlé longtemps tous les deux, etc. Mais alors, c'est très bizarre parce que euh, j'avais l'impression qu'il me voyait pas. Il me parlait très longtemps, enfin, de longtemps, 10 minutes, hein, mais et, et j'avais l'impression qu'il ne voyait pas, mais c'est bizarre, quoi. Il me regarde pourtant dans les yeux, il me sourit, mais et en fait, c'est quelques temps plus tard, un ami réalisateur qui a travaillé avec lui qui m'a expliqué. Ils sont tellement, là, on était dans une soirée cinéma où il y avait genre 150 personnes et tout le monde voulait lui parler. Et pour se protéger, parce que c'est tout le bien temps, sûr. ils font des techniques, ils ont des techniques, on leur apprend des techniques, c'est comme des techniques un petit peu de visualisation. Ils imaginent entre la personne qui leur parle et eux, une paroi vitrée. Et tout ce qui vient de la personne en face, boum, s'arrête sur la paroi. Ils n'arrivent pas jusqu'à eux. Et en fait, je pense que c'est ça qu'ils faisaient ce soir-là. Ils savaient qu'ils voyaient la queue qui s'allongeait, des gens qui voulaient lui parler. Et regarder ça, ils devaient se dire, oh là là, Rentrer chez moi. euh, c'était très bizarre. Donc, je pense pas que, évidemment, les célébrités françaises, oui, Johnny, quand il est arrivé quelque part, c'était la révolution, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus modéré, quoi. Oui, bien sûr. Mais ces stars que vous avez eu l'occasion de fréquenter en France, notamment lors d'une signature que vous avez fait pour le lancement de votre livre à Paris, elles étaient là, ces stars. Est-ce que le rapport est quand même, parce que voilà, vous me parlez de John Travolta avec des techniques pour se protéger, etc. Les stars françaises sont plus abordables
ou moins finalement quand elles sont dans leur environnement? Alors, moi, je les connais, par exemple, Sylvie Vartan, je la connais de Los Angeles. Hmm. C'est Mais longtemps. vous l'avez retrouvé aussi à Paris. Ouais. Quand j'ai fait mon lancement de livre, elle était sur Paris parce qu'elle prépare sa dernière. Et Dave, pareil, Dave, j'ai rencontré ici au départ. Jacqueline Bisset, j'ai rencontré ici. Donc, ils sont venus pour me soutenir à Paris, mais ce sont des amis au départ. Euh, pour répondre à votre question, s'ils sont différents, c'est-à-dire la soirée de lancement à Paris, c'était très convivial. C'était une soirée, oui, il y avait des célébrités, il y avait aussi Bernard Montiel et tout ça, mais que des gens très sympathiques et qui étaient là, qui ne sont pas venus juste pour prendre quelques photos avec les journalistes et partir comme ils font d'habitude. Ils étaient là pour passer la soirée, ils ont pris un verre, tout le monde On a discutait. fait des photos. Ouais. Ouais. Moi, On a ressenti ça, qu'ils étaient là pour vous et il y avait quelque chose d'extrêmement convivial, d'extrêmement amical. non, Donc, ouais. Donc, je le disais, vous sortez donc ce livre qui a pas mal de presse, qui a même de la très belle presse, puisque cette semaine, il y a eu un article dans le Figaro et pas un entrefilé, un véritable article avec beaucoup de photos. Bravo. Donc, c'est un livre qui intrigue hein, et puis qui donne envie de découvrir un peu votre Hollywood à vous. Pourquoi ce livre maintenant, après autant d'années de vie à Los Angeles, pourquoi avoir eu envie de prendre la plume pour nous raconter votre Los Angeles? non. Avant le livre, il y a eu l'envie d'écrire. Hmm. L'envie d'écrire, bon, l'écriture est arrivée très tard dans ma vie, mais en fait, dans ma tête, elle a commencé très tôt. Vous savez comment ça se passe, vous êtes écrivain aussi. On décide pas du jour au lendemain. C'est quelque chose, je crois, qui est en nous. Moi, depuis longtemps, le goût des mots, le goût de la lecture. Mais moi, je ne lis que les grands auteurs, que les Balzac, les Proust, et comme Cormac McCarthy, tout ça. Donc, mais la barre était très haute pour moi. Je me disais, ça, c'est pas pour moi, quoi, d'écrire des... Et puis, quand le confinement est arrivé, ça devenait urgent, quoi. Et puis, je me suis dit, voilà, pour la première fois de ma vie où il y avait un peu de silence, un peu de calme autour de moi, boum, ça s'est fait tout seul. Pourquoi ce livre? J'aurais pu écrire autre chose. Parce que quand même, l'impression depuis pas mal d'années de vivre des choses assez incroyables, improbables, et envie de les raconter, de les partager, parce que je me dis, il y a tellement d'histoires incroyables autour de nous. Parfois, je me dis, presque pas la peine d'en inventer d'autres, quoi. Il faut raconter ce qu'il y a autour de soi. J'avais envie de le partager, j'avais envie de prendre le lecteur par la main et de l'amener, bon, évidemment dans les maisons des célébrités parce que tout le monde a envie d'y rentrer, mais pas que ça, dans les réunions des grands producteurs d'Hollywood et voir ce qu'ils racontent, de quoi ils parlent et comment ça se passe, dans les écoles New Age de Los Angeles, dans ces églises évangéliques, une nouvelle église évangélique dont tout le monde parle, non, c'est pas vraiment ce qui s'y passe. Moi, j'y suis allée 4, 5 fois pour comprendre et voir ce qui s'y passait. Donc, voilà, je raconte tout ça et Oui, c'est vrai, dans ce livre, il y a plusieurs sujets pour plusieurs publics, j'ai envie de dire. Alors, bien sûr, il y a ce que vous nous racontiez, votre intimité avec les stars, mais il y a aussi cette Amérique où tout est possible. Il y a cette ville où se côtoient à la fois l'élite intellectuelle et puis des bimbos en mal de succès. Moi, j'aimerais savoir quels sont les retours des premiers lecteurs, enfin des premiers lecteurs, des premières centaines de lecteurs, mais quels sont les premiers retours? alors, euh, les deux choses qui m'étonnent, pas que ça m'étonne, d'abord, on me dit que les gens rient énormément en lisant le livre. Et c'est vrai que j'ai essayé de mettre de l'humour, mais j'avais pas imaginé que les gens allaient rire autant. Et ce qui m'étonne le plus et me fait le plus plaisir, parce que j'ai eu ces retours beaucoup, beaucoup, c'est que les gens se sentent bien à la fin du livre. Et ça, je m'y attendais pas du tout, parce que c'est pas un feel good du tout. J'aime pas du tout les feel good, mais c'est quand même un livre qui mise sur la bienveillance. C'est-à-dire que oui, je parle d'une autre culture, je décris une autre culture très très différente de la culture française, mais il y a pas de critique, il y a pas de jugement. C'est très bienveillant et j'essaie, ce que je disais au début, je suis pas venue ici pour rechercher ce qu'on a déjà en France ou pour critiquer les Américains ou pour critiquer. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est plutôt de trouver ce qu'on n'a pas chez nous, que je trouve formidable ici
et d'en parler, de le mettre en valeur. Donc je pense que c'est une attitude comme ça de bienveillance qui, en ces temps noirs que nous vivons, où les gens s'entretuent parce que ils se haïssent, parce qu'ils sont différents, que c'est important d'apporter ça et que ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien, ce regard, voilà, curieux, ouvert et gentil sur le monde. C'est vrai qu'on a besoin de gentillesse et de bienveillance. Alors, vous nous disiez que vous aviez envie d'écrire depuis de très longues années, mais c'était quand même en vous parce qu'il y avait toute cette histoire de petits carnets où vous avez noté une multitude de choses pendant des années. Donc, vous saviez quand même un jour que ça allait sortir, ces petites anecdotes. Savais, j'osais pas, ça m'intimidait énormément. Mais j'avais des petits carnets, alors évidemment les petits carnets de voyage comme tout le monde fait, hein, où je notais tout. Mais pas que ça. J'ai toujours depuis des années un petit carnet au fond de mon sac, un dans ma voiture, maintenant le téléphone où je note, je rencontre quelqu'un qui est un peu différent, ou même un visage qui m'arrête et voilà. J'avais plein de carnets de notes. On avait plein de carnets. J'ai tout relu et ça a été un énorme de travail. Enfin, tout ce qui concernait Los Angeles, ça a été un énorme travail de relire tout ça, d'en éliminer une bonne partie quand même, donc de la garder, de la mettre de côté, et puis de choisir ce dont j'allais écrire, ouais, de choisir celle qui allait figurer dans le livre. C'est pas évident. Je voulais que ça fasse un tout quand même. Je voulais qu'il y ait un peu de célébrité parce que quand même Los Angeles sans célébrité, c'est pas Los Angeles. Je voulais qu'il y ait des histoires de cette population d'Amérique latine parce que de nouveau sans eux, c'est pas Los Angeles. C'est la moitié de la population de ici. Je voulais qu'il y ait des histoires un peu sur l'éducation, sur la mort, de la vie de tous les jours, sur les rapports. Je voulais que ça soit un tout. Donc, il Oui, fallait que parce qu'il y a aussi, vous en parlez, des gens d'Amérique latine, justement, c'est l'autre Amérique, c'est l'autre Los Angeles, celui de ces immigrés hein, qui traversent la frontière souvent au péril de leur vie. Euh, Vous avez donc dans ce livre, c'est important de dire, choisi aussi de parler de ceux qui ont réussi ce projet de vie salutaire, parce que pour vous, quand même, Los Angeles, ça reste la ville de tous les rêves. Vous aviez quand même envie de faire rêver, même si vous avez parlé de nombreuses choses et d'une Los Angeles multiple, vous aviez quand même envie de faire rêver. Parce que vous avez côtoyé ceux pour qui ce rêve est devenu un drame, et parmi eux, il y a des immigrés clandestins. Vous racontez ça aussi. je raconte ça aussi parce que ça fait partie de la vie de Los Angeles. Voilà, à Los Angeles, vraiment ce qu'on appelle le centre, on n'a pas de centre, mais on est 4 millions d'habitants. 1,8 million sont des gens qui viennent d'Amérique latine. Dans 10 ans, ça sera moitié-moitié. Voilà. Moi, je parle espagnol tous les jours. Presque autant qu'anglais, pas tout à fait, mais, donc c'est pas, ça fait partie de Los Angeles. Voilà. Et c'est vrai que ces gens, le rêve américain est là pour eux aussi, et il y en a plein qui y arrivent. Parce que Bien le sûr. rêve, il est basé sur le travail, pas sur les parents riches, pas sur, voilà, c'est basé sur le travail, l'envie de se battre et d'y arriver. Et c'est une population qui travaille énormément, donc c'est aussi pour eux, hein, le rêve, il y en a qui arrivent. Ah Voilà. oui, il y a des très très belles réussites de la deuxième, voire la troisième génération, c'est clair. Vous montrez un autre visage aussi des stars, un visage un peu plus intime, plus personnel, mais sans jamais les trahir. Voilà, vous n'allez jamais là où il ne faut pas, et vous respectez la vie de chacune. Est-ce qu'elles ont lu le livre, ces stars dont vous parlez? Oui. En fait, ce que j'essaie de faire, bon, il n'y a aucun voyeurisme, voilà, il y a pas, c'est pas des ragots, il y a des gens qui font ça très bien, c'était pas du tout mon but. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de trouver chez eux un côté humain dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, qui en fait et qui en font des gens, parce que ce sont des gens comme nous au bout du compte, hein, ils ont les mêmes problèmes avec leurs enfants, avec leurs, voilà, et je voulais, voilà, mettre en évidence un côté humain. Par exemple, Pamela Anderson raconte cette histoire où elle a refusé de partir à Cannes alors que toute Cannes l'attendait, le tapis rouge, les photographes, etc. Parce que son fils avait un match de foot à l'école et elle lui avait promis d'y aller.
Et c'est ce côté, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de Pamela comme ça, ce côté maman poule qu'elle a. Elle ferait n'importe quoi, jusqu'à annuler un Cannes. Donc, et voilà, Jacqueline Bisset, on l'a, on l'a pas écrit à deux, mais je l'ai écrit, je lui ai fait lire parce que je voulais être sûre, comme c'est quand même quelque chose d'assez privé que je raconte sur elle, je n'en parlerai pas là, vous le découvrirez dans le livre. Je voulais être sûre que ça allait pas la gêner parce que voilà. Donc non, non, elle m'a dit absolument. Racontez-nous un peu parce que Jacqueline Bisset, on a l'impression que c'est effectivement votre grande amie. Racontez-nous un peu comment a commencé cette amitié entre vous deux. Alors on s'est, vous voyez, quand je suis arrivée ici, il y avait quand même quelques personnes qui j'aimerais rentrer, quelques-unes. Elle en faisait partie. J'ai toujours admiré son travail, j'ai toujours admiré ce qu'elle a fait comme actrice. Et surtout, j'avais l'impression, et ça s'est confirmé après, que c'était vraiment une grande dame, ce que j'appelle une grande dame, quelqu'un vraiment de très spécial et ça se voyait dans les interviews, etc. Et donc j'avais entendu parler, j'avais un ami qui la connaissait bien, qui l'invitait à dîner régulièrement, et je lui avais demandé, j'aimerais tellement rencontrer Jacques Coetzee, est-ce qu'un jour tu peux faire un dîner? Et ce qu'il a fait tout de suite d'ailleurs, et donc on s'est rencontrés assez vite. Et je m'étais pas trompée sur la perception que j'avais eue d'elle. C'est vraiment ce qu'on appelle une grande dame avec des valeurs incroyables. Puis on a, avec à Hollywood, Oui, c'est compliqué parfois. ça quand même faut reconnaître. Dans ce milieu-là, c'est un milieu très très difficile hein, pour les actrices surtout. Et elle a su garder toutes ces valeurs incroyables. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a touché beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Et petit à petit, ça fait longtemps, elle est devenue Alors, dans ce livre, Dreamland, il y a aussi l'Amérique folle, comme vous l'appelez, celle des cimetières en vente, des abris antinucléaires qu'on peut se faire dans sa maison, des églises qui deviennent des salles de sport, on l'a vu partout, notamment à New York, de la chirurgie esthétique parfois à outrance pour certaines, la démesure des maisons, des voitures, tout ce luxe qui n'a aucune limite. Est-ce qu'elle vous amuse, cette réalité, ou est-ce que parfois elle est trop pesante? non, alors pour moi, elle est pas du tout pesante, curieusement, parce que de nouveau, ça fait partie de l'esprit de la vie. Chaque ville a un esprit particulier. New York, vous connaissez bien, a un esprit très particulier. Los Angeles, vous savez, Los Angeles, c'est une ville toute neuve. Il y a 220 ans, 230, je sais plus combien. Euh, et ça se sent encore dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a encore cet esprit, moi je le sens, cet esprit des pionniers qui sont arrivés il y a pas longtemps, qui sont arrivés où tout était possible parce que il y avait un territoire vierge, il fallait s'y installer, pour en faire ce qu'ils voulaient. Ils en ont fait vraiment ce qu'ils en voulaient. Et il y a encore cet esprit dans Los Angeles, vous voyez, cet extrême. Par exemple, vous vous promenez dans une rue, vous voyez les maisons comme elles sont bâties, etc. Vous y promenez 3, 4 ans plus tard, les maisons ont complètement changé. Il y a encore Ils ont cette tenté. forme de possibilité, il est là. Donc, il n'y a pas de, comme dans notre vieille Europe où on a des valeurs très sûres et puis on est très, très quand même freiné par notre histoire. Ici, rien ne freine. Tout est possible. Il faut beaucoup travailler. Là, je le souligne plusieurs fois parce qu'en et en Europe, on imagine souvent hein, les Américains au bord de leur piscine au soleil. Non, mais, en train de boire des margaritas. Là, c'est pas souvent. Hein, je peux vous dire. Ici, tout le monde travaille et beaucoup. Mais non, ces extrêmes. Alors, c'est extrême aussi dans ce qui est sympathique parce que vous relevez que il y a un esprit extrêmement positif, extrêmement optimiste. Les habitants sont optimistes. Il y a un regard complètement différent sur la vie. Et est-ce que, parce que je sais que vous avez quand même voyagé aux États-Unis, est-ce que ça c'est propre à Los Angeles ou est-ce que finalement c'est cette vision de la vie très très américaine? Je pense que c'est un très très américain, cet optimisme un peu naïf, mais très contagieux malgré tout. C'est américain, sauf que je pense qu'ici, à Los Angeles, ça a une autre échelle. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une ville de gens créatifs ici. Donc, où, voilà, pratiquement tout le monde a un projet, tout le monde développe un projet, tout le monde essaie de faire un film, de la musique, je sais pas quoi. Euh,
Et donc, il y a un élan, je dirais, qui est qui est moins bridé qu'ailleurs. Et on le ressent beaucoup plus qu'ailleurs. Je sais qu'on peut le ressentir à New York aussi, ou en Floride, mais pas de la même façon. Ici, c'est un cliché, mais c'est une réalité. Tout est possible. Si on veut. Je sais pas si j'aurais écrit ce livre ailleurs, parce qu'ici, tout vous pousse à, à, à vous dépasser, à aller plus loin. C'est l'esprit de la vie. Je Alors, trouve. alors, ce qu'on entend aussi, mais on n'habite pas Los Angeles, donc c'est à vous de nous dire. On entend que la ville a un peu changé avec le Covid, qu'il y a une insécurité grandissante, qu'il y a encore les blessures du Covid. J'ai envie de vous demander, Martine, si vous pensez que Los Angeles, ça reste une ville de rêve aujourd'hui encore. Est-ce que ce tout est possible de l'après-Covid est encore là? Oui, absolument. Ce tout est possible n'a pas changé. Ce qui est vraiment. Par contre, il y a quelque chose qui a changé depuis la fin du Covid, c'est la sécurité, comme tu avais dit. Je n'ai jamais entendu parler d'autant de cambriolage, le jour, la nuit, que vous soyez dans votre maison ou pas, ça commence à faire peur. Il y a des quartiers très défavorisés, il n'y a plus d'argent. Et donc, les gens vont chercher l'argent là où il est, dans les maisons, et ça devient, bon, ceci, hein, je rentre de France, j'ai vu la même chose, hein, mais c'est vrai que ça n'existait pas avant le Covid, ça. Il y a toujours eu des cambriolages, il y a toujours eu un peu d'insécurité, euh, mais ça s'est aggravé de façon assez inquiétante. Je ne sais pas comment ça peut se calmer. Ça s'est aggravé. Ça peut se calmer. Je Bon, pense ben, que on c'est une espère. malade, hein, mais oui, ça s'est aggravé. Et le Bon, bon, fait que des gens et des armes sur eux, voilà. bon, on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Je le disais, article dans le Figaro cette semaine, mais aussi lancement à la résidence du consul de France. J'ai vu aussi une émission sur TV5. Toute la presse francophone aux États-Unis en a parlé. Et puis ce lancement en grande pompe à Paris, on en a parlé tout à l'heure avec Jacqueline Bisset, DS et Vartan. Vous êtes très gâtés. Est-ce que vous vous attendiez à cet élan, à ce soutien d'un peu tout le monde, ou est-ce que c'est une très bonne surprise? Non, c'est une surprise. Je m'attendais au soutien de quelques personnes. Jacqueline Bisset, je savais qu'elle allait faire ce qu'elle pouvait. Je pensais pas qu'elle viendrait jusqu'à Paris pour m'accompagner, ça non. Mais je savais qu'elle m'aiderait comme elle pouvait. Après, non, je m'attendais pas à cette réaction. Euh, je sais pas. Non, je sais, en gros, je savais pas quoi m'attendre. Mais vous voyez, les premières 2, 3 semaines, ça a été assez lent quand même. Ça prend du temps pour un livre Et là, tout d'un coup, bon, il y a eu quelques télés, il y a eu télé en Belgique, il y a eu Figaro, il y a des pages qui arrivent dans Gala. Tout d'un coup, ça s'emballe un petit peu et ça, non, je m'y attendais pas. Mais je crois que c'est un livre d'abord, qui fait découvrir beaucoup de choses, que les gens ont l'impression quand même de connaître Los Angeles, parce que ouvrez n'importe quel magazine féminin, c'est Bien sûr. partout. En fait, je pense que ce que moi je raconte est moins connu. Parce que vous en pensez, vous l'avez lu. Et puis c'est Oui, un mais alors livre. moi qui ai toute ma belle famille à Los Angeles et qui a dû y aller une quinzaine de fois, je suis pas la bonne personne pour vous dire que effectivement Los Angeles est une inconnue pour moi. Oui. Mais malgré tout, vous voyez, on a quand même tous des expériences différentes. J'ai plein d'amis d'ici qui l'ont lu et qui Ah m'ont dit, oui. bah, des choses, pas tout évidemment, parce que non, mais je crois que c'est un livre qui fait rire, qui fait découvrir des choses incroyables. Oui. Mais je m'en rends compte maintenant, quand je l'écrivais, pendant l'écriture, je me rendais pas compte de ça. Je me disais, oh, parce que ça va intéresser les lecteurs. Mais et alors, vous savez comment c'est, il y a des jours, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais c'est n'importe quoi. Puis le lendemain, ah mais non, mais c'est génial. Voilà. Et on arrive en fin d'écriture, on n'est pas sûr. C'est ça, c'est Alors, ça. il y a une question bien évidemment qui s'impose, qui se pose et qui s'impose. Est-ce que Dreamland sera un jour un film? On va y venir. Alors, euh, un film, une série, quelque chose, oui, j'aimerais, pour l'instant,
m'attendais pas à ce que le travail de promotion soit si énorme. Je pensais qu'on finissait son livre, on le donnait à l'éditeur et l'éditeur, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est presque un travail aussi important de faire la promotion, de faire le listage. Ça, c'est la grosse surprise. Je ne savais pas. Donc, je sais que je suis encore là pendant quelques mois. Voilà. Je En pense que promotion, mais et c'est très bien, comme ça vous vivez l'aventure de vos livres, parce que sinon ça serait bien triste, hein. Finalement, l'aventure s'arrêterait à l'écriture et au récit. Donc vous vivez encore, vous, euh, vous transpirez pour que ce livre continue avec passion à être un petit peu partout et vous y rêvez très bien, bravo. Moi, j'aimerais revenir un peu sur votre métier. Et alors, c'est un métier qui fait rêver, hein, le métier du cinéma, de la télévision, etc. Est-ce que c'est encore un métier d'avenir avec tout ce qu'on voit, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est encore un métier d'avenir? Est-ce que les jeunes ont raison de rêver Los Angeles et de rêver cinéma? je vois pas comment le cinéma peut s'arrêter. Je vois pas comment ce médium peut un jour s'arrêter parce que le cinéma qui nous touche vraiment, le cinéma qui perdure au-delà des années, au-delà des Oscars, etc. C'est le cinéma qui a été fait par des personnes, par des talents, par des. C'est pas l'intelligence artificielle. Enfin, je vois pas comment l'intelligence. Évidemment, moi, j'ai fait l'expérience d'écrire un script avec artificielle parce que je n'y croyais pas. Ben oui, ça marche. Évidemment, vous avez un script, mais c'est plat, Il manque des choses. Mm. il manque le souffle de quelqu'un. Vous voyez, quand vous regardez un film de Scorsese, vous pouvez pas faire ça avec un logiciel, ça marche pas. Donc, je sais pas, je connais pas suffisamment le sujet pour en parler plus que ça, mais même au niveau de l'écriture, enfin, vous pouvez pas, oui, vous pouvez dire à l'intelligence artificielle, écris-moi un paragraphe, une description de cette chaise par Proust. Il va le faire. Ils vont jamais inventer Proust. Donc, je ne sais pas, je sais pas quoi en penser. Euh, Donc voilà, on a toujours ce rêve américain, il y a toujours les plateaux, les studios, il y a tout ce rêve qui fait que bah il faut encore oser si on a envie de tenter sa chance. Moi, je pense que oui, je pense qu'il va falloir s'adapter. Je ne sais pas comment, mais c'est pareil pour l'écriture. Hein, vous savez, pour les auteurs, il y a des auteurs qui ont peur. Moi, non. Moi, je pense que, voilà, par exemple, ce livre que j'ai écrit, ben, je veux dire, c'est un livre qui repose sur mon expérience. Et comme dit mon éditeur, Lazare Capucine, il dit, personne ne peut le réécrire. C'est horrible que Merci. j'ai écrit, donc c'est pas l'intelligence artificielle qui va écrire ça. Il peut écrire un Dreamland 2, un inventant de. Non, je sais pas, même pas, je ne sais pas. Bah justement, le Dreamland 2, il y a des chances qu'il sorte. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, donc j'imagine que c'est une possibilité. Quand j'ai présenté mon manuscrit à Lazare Capucine, euh, il y avait beaucoup plus d'histoires. On a dû faire, voilà, j'ai 20 histoires qui étaient dans le livre original et qui sont donc presque prêtes. Et puis je vis ici, donc je peux toujours en réécrire tout le temps. Il y a toujours des choses qui se On fait passent. confiance. J'aimerais bien. Ça et autre chose. Alors, le livre est écrit en français, hein, malgré le fait que vous habitiez depuis très longtemps aux États-Unis. Euh, Quelle place elle a la France votre cœur? On en a parlé un petit peu en début d'émission, mais j'aimerais conclure avec ça. Voilà, ce que la France, que la langue, hein, peut-être que c'est pas le pays, c'est aussi la langue, la culture. Quelle place ça a dans votre petit cœur? C'est énorme. C'est assez énorme, la France, c'est mon pays. Je suis devenue américaine pour les papiers, mais c'est vraiment très français. J'ai toute ma famille, à part mon mari et mes filles, qui est là-bas. Donc, vous savez, les lieux de bonheur, c'est les lieux où sont les gens qui vous aiment et que vous aimez. Donc, voilà. Euh, mais non, la France a une place énorme, la littérature française a une place énorme. Voilà, ça changera jamais. C'est pas parce qu'on vient vivre dans un autre pays que on se déracine et qu'on oublie ce qu'il y avait avant, qu'on va s'enraciner de nouveau. Donc, ça marche pas comme ça. J'avais vu une interview que vous aviez fait de Marc Lévy, où il disait que c'est, voilà, c'est pas parce qu'on se
des racines qu'on s'en va de chez soi, qu'on devient américain du jour au lendemain. Ça se passe pas comme ça. La France, voilà, c'est mon pays, j'y vais très souvent, je pourrais pas supporter de pas y aller. Mais ce que j'ai trouvé à Los Angeles, je ne l'ai pas en France. Donc, vous avez donc le meilleur des deux mondes, finalement, hein. Je pense que c'est ce qu'on fait quand on va vivre à l'étranger. On garde ce qu'on a en soi de son pays natal qu'on adore et puis on rajoute ce qu'on n'a pas chez soi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que euh, venir ici en espérant retrouver ce qu'on a en France, ça me paraît assez utopique. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui viennent ici, qui s'installent ici, qui vivent à la française avec tout C'est un vrai. décor. Donc, ils font ça, mais je pense ils rentrent vite chez eux quand même. Ça doit être beaucoup de justement. Si on vient ici pour rechercher la France. C'est vrai que ça devient compliqué. Puis alors du coup, ben on n'a qu'une envie, c'est retourner là où on avait ses racines parce qu'on n'arrive pas à faire sa place dans son nouveau pays. Bon, vous avez quand même quelques bonnes boulangeries françaises à Los Angeles, hein, donc on n'a pas tout perdu. Merci Martine. Dreamland, donc qui est sorti le 17 octobre et que vous pouvez commander un petit peu partout aux éditions Lazare et Capucine. Ça a été pas passionnant de vous écouter. Maintenant, Les États-Unis, je voulais juste rajouter que en France, vous pouvez partout Amazon, ça, mais aux États-Unis sur lireka.com et sur votre site en sur français. rencontre des auteurs francophones, voilà, pour favoriser les petites structures et les petites associations qui se débattent pour promouvoir les auteurs francophones. Merci beaucoup, Martine. À très bientôt et on aura, j'espère, l'occasion ben, de vous voir, notamment sur des événements aux États-Unis.